nos excuses pour ce retard de démarrage. Amis du web, bonjour et bienvenue dans Digital Profile. Je suis Mandela Thialeux aux commandes de ce programme et mon invité est Daniel Akini, Scrum Master et CEO de l'entreprise Genius Muna, a dû fermer les portes de ses locaux en avril 2020 à cause du coronavirus. Tout a été digitalisé. Seulement, cette transformation numérique porte-t-elle ses fruits? Eh bien, elle nous le dira dans le cadre de ce numéro inédit. Daniel, bonjour et merci d'avoir fait le déplacement depuis Douala. Merci Mandela pour cette invitation. Bienvenue sur le plateau une fois de plus. Un plateau très admirable avec beaucoup d'installations techniques. Ah, merci. Admirable comme ton sourire. Merci Mandela. Alors Daniel, ton entreprise Genius Muna, du Oui. physique au virtuel. Tu as dû déployer beaucoup de moyens. Comment s'est passée cette transformation? Pas vraiment beaucoup de moyens parce que il n'y a pas eu besoin de plus de moyens qu'avant. Oui. C'est vraiment ce qu'on faisait dans les bureaux que maintenant on fait à la maison. Et ça fait plusieurs années qu'on était déjà passé au remote work. Oui. Mais bon, c'est quelque chose qu'on essayait d'inculquer à nos clients, parce qu'au niveau du personnel, ça n'a pas été difficile parce que c'est un personnel qui est habitué à travailler le digital. Quand ils quittent de chez eux et qu'ils viennent au bureau, c'est pour passer la journée devant l'ordinateur. Ils peuvent aussi très bien passer cette journée devant l'ordinateur à la maison, donc ça n'a pas été difficile pour le personnel. C'est pour la clientèle que ça a été vraiment très difficile parce que depuis le début, la vision de notre entreprise était une vision de travail en remote. Parce qu'en fait, nous, on aide les enfants Oui. à apprendre à créer des applications, des trucs avec le numérique. Ils n'ont pas besoin d'aller dans un lieu pour ça. Ils peuvent le faire à la maison avec leurs ordinateurs. Mais les parents ne comprenaient pas comment un enfant qui n'a pas une maîtrise de la technologie peut apprendre à créer des applications sans aller dans un centre et le faire à la maison. Oui. Donc on avait du mal à inculquer cela aux parents. Dieu merci. Bon, j'ai une pensée pour ceux qui ont perdu qui ont perdu des gens dans cette pandémie, mais la pandémie a aussi eu des conséquences positives comme les ménages se sont équipés avec des ordinateurs, avec Internet. Beaucoup de personnes, des enfants comme des adultes, se sont initiés et se sont habitués à utiliser les ordinateurs à la maison, Oui. ce qui a facilité pour nous l'utilisation de notre plateforme de e-learning à la maison. Et donc, cette transformation a pris combien de temps à peu près? Le temps que, évidemment, vos employés s'adaptent, que les enfants s'adaptent, ça a pris combien de temps? Ça a dû nous prendre à peu près 6 mois parce que nous, on avait besoin d'adapter nos outils, étant donné qu'au départ, notre vision était de faire en sorte que les gens travaillent à la maison, mais cette vision n'a pas été acceptée par nos clients. Oui. Donc, on a dû arrêter d'investir pleinement sur ce volet-là pour vraiment s'investir sur le déploiement des centres. Avec la pandémie, tous les centres ont été fermés. Oui. On a dû relancer activement le travail à la maison. Et à ce moment précis, notre plateforme de e-learning n'était pas prête pour une plénitude à domicile. Donc, on a dû retravailler un peu les outils, retravailler pas mal de choses. Donc, c'est vers septembre qu'on a vraiment été effectif sur le travail à domicile. Donc, techniquement, il y a quand même des moyens qui ont été ménagés. Et quels sont ces moyens? Bon, techniquement, en fait, c'est du développement qu'on a dû refaire parce qu'il a fallu, il y a eu dans un premier plan de développement de notre plateforme de e-learning, il a fallu redévelopper la plateforme de manière à ce que elle répète à la maison l'expérience que les enfants avaient au centre. Parce que si les parents voulaient que les enfants viennent au centre, c'est parce qu'ils recherchaient une certaine expérience. Il fallait qu'ils retrouvent cette expérience via la plateforme. Il ne fallait pas que ils aient l'impression que la plateforme les empêche d'accéder à certaines choses, Oui. Notamment avec les outils sociaux qu'on a mis sur la plateforme où les enfants travaillent en groupe. Bien qu'ils sont à domicile, ils travaillent en groupe, ils interagissent facilement entre eux. On a mis sur pied aussi un outil de vidéoconférence qu'ils font chaque semaine. Oui. Et on a redéveloppé aussi les cours parce que les cours qui se faisaient au centre, qui étaient déjà mis sur la plateforme, n'étaient pas tout à fait adaptés à une prise en main à la domicile sans la présence d'un mentor. Oui. Donc on a dû redévelopper un peu les cours. Donc, ça, c'est ce qui nous a coûté les moyens. Mais bon, c'était un investissement intéressant parce que, comme on dit souvent, ça ne périme pas. Donc ça, Tout voilà. à fait. Et donc, les enfants ont pris combien de temps à peu près pour s'adapter à cette méthode-là? Non, les enfants ont besoin
10 minutes pour s'adapter. Hein. Sincèrement? Bah oui, parce que c'est un environnement qui est intuitif, Oui. Où l'enfant sait que bon, voilà où on se connecte. Oui. Une fois qu'il sait où on se... Déjà, quand tu vois l'interface, tu as la page de connexion. Oui. L'enfant se connecte, après l'enfant sait voilà où je clique pour avoir accès à mon cours. Après, très vite, l'enfant sait comment fonctionne le cours. Après, l'enfant sait comment envoyer ses devoirs. Et donc, c'est pas du tout difficile à prendre en main. Très bien. Et cependant, comment fonctionnent les services sur la plateforme? On va se concentrer spécialement sur alors, la robotique. On va prendre le cas de la robotique. Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, en fait, c'est une plateforme qui contient des cours. Ces cours, en fait, c'est une sorte de vidéo. Imaginez un peu un PowerPoint qui a des vidéos, des audios, des textes, des images. Et voilà, donc, quand l'enfant a une page devant lui, soit c'est une vidéo qui passe et ensuite, l'enfant, quand ça finit, l'enfant passe au suivant. Oui. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, de manière intuitive, l'enfant finit son cours. Et à la fin du cours, pour se rassurer que l'enfant a vraiment compris ce qu'on voulait qu'il comprenne dans ce cours, l'enfant a un quiz. Si l'enfant valide le quiz, la suite du cours est débloquée. Si l'enfant ne valide pas le quiz, le cours est bloqué, l'enfant ne peut pas continuer. Il faut valider ce quiz avant de pouvoir continuer. De temps en temps, il y a des challenges. Oui. Chez nous, en fait, des challenges et les battles, ce sont les devoirs que l'enfant fait. L'enfant envoie un mentor qui corrige. Donc, que ce soit un atelier de robotique, maintenant pour l'atelier de robotique, l'enfant a besoin d'avoir son kit de robotique à la maison. Ce qui n'est pas cher et ce qui permet à l'enfant de pouvoir faire ses expériences à la maison. Et donc, quand l'enfant fait ses expériences, fait ses TP de robotique à la maison, l'enfant a en vidéo exactement ce qu'il doit faire. L'enfant le refait et l'enfant en visio ce qu'il fait. Maintenant, au moment de corriger, il y a un niveau avancé où l'enfant monte la vidéo, filme son travail, met sur YouTube et envoie le lien. Tout ça, c'est aussi pour apprendre à l'enfant à utiliser tous ces outils digitaux qui sont mis à sa disposition. Oui. Et cependant, c'est toujours toi qui t'en occupes ou alors tu as toute une équipe en fait qui se concentre là-dessus au niveau de la correction? Bien évidemment, on a une équipe. Et comment ça se passe justement avec cette équipe? Je peux pas. On a une équipe de mentors. Oui. Les mentors, ce sont ceux qui travaillent avec les enfants sur la plateforme. Oui. Bien qu'il y ait des cours disponibles sur la plateforme, il y a toujours un mentor l'enfant est toujours sous la responsabilité d'un mentor. Oui. Et le mentor a pour rôle de corriger les devoirs de l'enfant, de discuter avec l'enfant, de répondre aux questions de l'enfant s'il y en a, d'échanger avec l'enfant et d'animer les séances une vidéoconférence chaque semaine. Oui. Question de maintenir l'enfant vraiment éveillé dans son apprentissage et aussi de coordonner les échanges entre les enfants dans le groupe parce que les enfants travaillent en groupe. Oui. Donc, on a une équipe de mentors. Chaque fois qu'un enfant est inscrit, il est affecté à un mentor. Ensuite, on a également une équipe de communication. Bon, la communication à grande échelle, on a arrêté en fait. Oui. Ce qu'on fait maintenant, c'est juste du support. Donc, on communique sur WhatsApp. Oui. On communique un tout petit peu sur les réseaux sociaux. On a d'abord arrêté parce qu'on avait besoin de réajuster un certain nombre de choses. Et donc, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et maintenant aussi, on a une équipe de personnes qui montent les cours. D'accord, donc il y a des groupes WhatsApp à travers lesquels vous communiquez directement avec les élèves et avec les mentors directement. Bon, les élèves et les mentors communiquent via la plateforme, pas via WhatsApp. Oui. WhatsApp, c'est pour communiquer avec les parents. Ah d'accord, les parents des apprenants. Voilà, pour prospecter en quelque sorte, parce que nous, on prospecte essentiellement sur WhatsApp. Oui, très bien. Et avec ce changement, est-ce que ton effectif a été réajusté? Bon, on a eu une baisse d'effectifs, aussi bien du personnel que des clients. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a quand même des clients qui notre histoire de e-learning, ça ne passe pas dans leur tête. Oui. Voilà. Mais nous, ce que nous on veut, c'est des gens qui s'intéressent à e-learning. Du coup, nous aujourd'hui, on dit celui qui n'est pas prêt à comprendre cela n'est pas notre client. Oui. Et on s'intéresse à ceux qui s'intéressent au e-learning et qui peuvent s'aligner dans cette mouvance. Et pour les clients qui sont là justement, comment est-ce que tu gères le service client pour parvenir à des résultats satisfaisants? Surtout quand l'offre est tournée vers l'étranger, comment tu fais? Sur la plateforme, en fait, chaque fois que l'enfant évolue, l'enfant a des tableaux de progression. Oui. Et donc, le parent peut à tout moment se connecter et voir quel est le score de son enfant, comment son enfant évolue en termes de progression. Et ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup les parents.
Et donc, de temps en temps, même si le parent ne se connecte pas, il y a encore, mais celle qui envoie ça au parent de temps en temps pour tenir le parent au courant de l'évolution de son enfant. Et après, de temps en temps, on a aussi des entretiens avec les parents pour question de discuter avec le parent de où est-ce que son enfant se trouve et quelle évolution, comment est-ce que son enfant pourrait évoluer sur le plan technologique, quels sont les ateliers que son enfant peut faire dans le futur et quelles sont les opportunités que cela peut offrir à son enfant dans le futur. Et jusque-là, c'est facile, la communication de cette manière est assez flexible pour vous permettre d'évoluer. Bon, c'est gérable pour le moment. On cherche toujours à optimiser. On n'est pas encore arrivé au point optimal dans ce sens-là. Ce qui est sûr est qu'on ne peut pas ramener les clients, les parents sur notre plateforme parce que les parents, personne n'a envie d'installer une nouvelle application. Oui. Donc, on va vers les applications que les parents utilisent. Comme ils ont tous WhatsApp, donc c'est pour ça qu'on va vers WhatsApp. Oui. Donc, voilà. Pour le moment, ça va. Pour les clients qu'on a, on arrive à gérer avec. Mais bon, on cherche toujours à optimiser et à augmenter le chiffre d'affaires. Très bien. Et maintenant, concernant l'aspect technique, est-ce que la connexion Internet engage assez de frais? Comment tu fais par exemple quand il y a des bugs? Bon, moi je ne dirais pas que la connexion Internet pose un problème parce que on a des côté clients, Oui. on a des clients qui n'ont vraiment pas de problème d'Internet. Je vais dire nos vrais clients. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui ont des problèmes d'Internet, mais il s'est avéré que ce ne sont pas nos vrais clients parce que derrière un problème d'Internet qu'ils affichent, il y a un problème d'ordinateur, il y a un problème de suivi de l'enfant à la maison. Après, il y aura un problème de paiement même. Donc, du coup, on ne s'arrête pas beaucoup dessus. Maintenant, côté personnel, on a eu de sérieux problèmes au début parce qu'au début, on voulait faire beaucoup de live. On a eu de sérieux problèmes, on a arrêté. Donc, les séances d'une vidéoconférence par semaine, c'est optionnel, c'est accessoire. C'est pas essentiel, c'est pas nécessaire au bon fonctionnement de notre mécanisme. C'est pas indispensable. Voilà, c'est pas indispensable. Mais on a souvent des problèmes d'Internet. Mais on fait avec. D'accord. Et penses-tu aujourd'hui que cette digitalisation de l'entreprise a été meilleure que de travailler dans des espaces physiques? Aujourd'hui, nous, on a décidé de ne plus retourner dans des espaces physiques. Oui. C'est vrai qu'on gagne moins. Mais, par rapport à quand vous étiez dans des espaces physiques? Oui, quand on était dans les espaces physiques, on faisait un meilleur chiffre d'affaires. On gagne moins, mais on fait plus de bénéfices pour le moment. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on va inscrire notre croissance. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on veut multiplier nos efforts. Mais on ne veut plus retourner dans l'espace physique parce qu'il y avait beaucoup de conséquences entre les cambriolages. C'était vraiment beaucoup de maux de tête. Et aujourd'hui aussi, au niveau du personnel, le personnel est beaucoup plus content de cette situation parce que ça facilite leur mobilité. Oui. Et à ce moment, dans un sens global, qu'est-ce que tu peux déplorer, Daniel? Bon, il n'y a pas de développement numérique sans Internet et encore moins sans électricité. Oui. Donc, je pense qu'il faudrait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que nous... C'est vrai que comparé à d'autres pays africains, oui, on est quand même bien placé côté Internet et électricité. Mais je pense que notre gouvernement peut faire mieux pour cela. Maintenant, côté individu, je déplore aujourd'hui au niveau de la jeunesse un grand laxisme. Oui. Parce que j'ai constaté que les jeunes veulent vraiment la télé leur rentre, Internet leur rentre beaucoup par la tête parce que ils s'intéressent beaucoup plus à la facilité. Ils ne s'asseyent plus vraiment. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne s'asseyent plus vraiment pour construire, pour penser, voilà. Et ils veulent la facilité et en fin de compte, ils passent des années à ne rien avoir et après ils souffrent d'incompétence. Et après, ils disent qu'ils souffrent de sous-emploi ou de manque d'emploi. Mais je pense qu'au fond, ça cache beaucoup de paresse. Donc pour toi, c'est de la paresse et donc ils doivent s'y adonner. Ouais. De toute façon, à présent, on va se concentrer sur ton domaine de prédilection, le Scrum Master. Et c'est quoi concrètement? Bon, pour parler de Scrum Master, il faut d'abord parler de Scrum en fait. Parce que le Scrum Master, c'est un poste en fait dans l'environnement Scrum. La gestion de projet, de la manière dont on connaît, c'est souvent les délais, les budgets et le temps et l'exécution. Oui. Voilà, donc ces éléments sont souvent fixés au début du projet
Et au fur et à mesure, on suit simplement le projet et on attend le output. Oui. Or, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible vraiment d'exécuter un projet comme ça parce qu'il y aura toujours des intrants, il y aura toujours, voilà, le client a demandé ceci aujourd'hui. Le marché évolue tellement vite qu'avant que vous n'ayez livré, le client aura d'autres besoins. Donc, quand vous allez apporter vos solutions, ça ne va plus vraiment répondre aux besoins du client. Pourquoi donc priver le client de la mise à jour même avant que son produit nous sorte? D'où le Scrum, parce qu'en fait, le Scrum veut que le développement de projet se passe de manière agile. Oui. C'est-à-dire que cela puisse être modulable à tout moment, que cela puisse s'adapter à tout moment, non seulement au marché, aux besoins du client, voilà, à tous les intervenants. D'où le Scrum en fait. Maintenant, et dans le Scrum, il y a plusieurs personnes qui travaillent. On a les développeurs. Oui. Parmi les développeurs, en fait, quand on dit développeurs, c'est tous les corps de métier qu'on peut retrouver, les testeurs, les développeurs proprement dit, c'est-à-dire ceux qui écrivent le code, les designers, vraiment, ça dépend dans quel corps de métier ça se déploie. Après, on a ce qu'on appelle les product owners. C'est celui, en fait, qui représente le client. Donc, c'est celui qui, en fait... Qui dit en fait ce qu'il veut comme produit et qui s'assure que le produit qui est livré répond vraiment aux besoins prédéfinis. Voilà, et c'est lui qui s'associe avec le client pour définir en fait. Et ensuite, on a le Scrum Master. Ouais. Je ne sais pas si tu as deviné ce que ça veut dire le Scrum Master. En fait, c'est lui qui coordonne. C'est une manière d'adapter le produit aux besoins du client et en temps réel. Bon, en fait, le Scrum Master, oui. Là j'ai cité, il y a les développeurs, oui. Il y a le Product Owner et le Scrum Master. Donc, c'est les trois profils qu'on retrouve dans une structure Scrum. Et le rôle du Scrum Master, c'est un chef d'orchestre. Oui. C'est d'orchestrer en fait le fonctionnement de tout cela, de manière à ce que, parce qu'en fait le Scrum a un guide, de manière à ce que le guide Scrum soit correctement déployé et respecté par tous, et aussi bien par l'organisation que par les personnes qui l'implémentent. Donc c'est ça le rôle du Scrum Master, c'est tout simplement un chef d'orchestre qui se rassure que voilà, le guide est bien respecté et que les différents intervenants ont toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir atteindre leurs objectifs. D'accord, et de manière pratique, que fait un Scrum Master à longueur de journée? Je voudrais que tu nous racontes un de tes quotidiens en tant que tel, par exemple. Un Scrum Master, généralement, moi, par exemple, le matin, ça commence par un daily Scrum, c'est-à-dire c'est une séance, c'est 15 minutes debout, où voilà, on fait le point sur qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, quels sont les blocus que nous avons. Donc, chacun répond à cette question et de cette manière, on a une visibilité sur ce qui s'est passé hier, sur ce qu'on a déjà achevé, sur ce qu'on va faire aujourd'hui et sur quels sont les blocus que nous avons. Là, le Scrum Master va travailler dessus tout au long de la journée. Également, le Scrum Master, c'est un coach. C'est lui qui va coacher ses équipes, qui va se rassurer que tout le monde dans son équipe est vraiment bien pour pouvoir livrer au mieux ce qu'il a en lui. Et donc ça, c'est ce que je fais aussi au quotidien, me rassurer que voilà, au niveau des moyens, ils ont tout ce qu'il faut, au niveau technique, ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut pour pouvoir bien travailler. Et après, il y a des événements réguliers comme, je ne sais pas si je vais utiliser les termes techniques. Bah, vas-y, on voilà. verra bien. Voilà, donc il y a des événements réguliers comme les sprint recro. En fait, c'est... avant la recro, il y a d'abord l'expression me sort un peu par la tête. Bon, je vais déjà passer par la recro. Donc, en fait, quand on a fini, parce qu'en fait, un avantage aussi de la méthode Scrum, c'est que pour un projet, bien qu'il soit long, on va définir une périodicité et dire que peut-être la périodicité peut aller jusqu'à 1 mois. Mais il est conseillé qu'elle ne dépasse pas 1 mois. On va définir une périodicité et dire que, supposons qu'on a défini que la périodicité, c'est 2 semaines. Et dire que chaque 2 semaines, on va produire un livrable. Ça veut dire que notre client, il veut un logiciel, disons ça comme ça, qui fait beaucoup de choses. Au lieu de s'asseoir dans notre laboratoire, de dire que on va développer ce logiciel-là, quand on va finir tout ce qu'il a demandé, on va aller lui donner. On dit que non, chaque 2 semaines, on va montrer à notre client une petite fonctionnalité. Et notre client aura donc l'opportunité pendant la sprint review de pouvoir regarder ce qu'on a fait, donner son avis, valider ce que nous avons fait et aussi on va lui présenter ce qu'on compte faire
pour les prochaines 2 semaines. Oui. Et là, quand on avance, on est sûr que Vous êtes sur la bonne route, la bonne voie. Et notre client aussi sait où est-ce qu'on va. Et de cette manière, le produit qu'on a à la fin correspond exactement à ce qu'il voulait. Et il peut même l'utiliser en attendant que le produit fini soit livré. Voilà. Donc, il y a des événements comme ça. Maintenant, c'est le Scrum Master qui se rassure que voilà, cet agenda est respecté et que tout est vraiment bien organisé pour que ces événements tiennent lieu. Donc, ça, c'est mon travail, en fait. Je suis le chef d'orchestre de mes équipes. Ah, d'accord, mais c'est super comme travail. Est-ce que le Scrum Master, justement, c'est, on va dire, un métier qui peut se déployer dans ce cas dans toutes les entreprises, dans tous les types d'entreprises? Même à la maison, vous pouvez déployer votre maison en Scrum. Oui. Si vous pouvez dire que, bon, peut-être vous faites... Parce que moi, par exemple, à Genius, on fonctionne en Scrum de 1 mois. Oui. Ça veut dire que chaque mois, on détermine quels sont... Déjà, on a les objectifs de l'année. Donc ça, c'est l'année, c'est le projet. Oui. Maintenant, chaque mois, on dit, bon, voici l'objectif de ce mois-ci. Voici ce qu'on va faire ce mois-ci. Et chaque fois qu'on fait les daily Scrum, on dit, bon, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Quels sont les blocus qu'on a? Et on peut faire le bilan chaque fin du mois. Donc, on évolue en Scrum. Vous pouvez faire ça dans le journalisme, dans le marketing. Je le fais avec les équipes marketing. Je le fais quasiment avec toutes les équipes. Donc, même à la maison, vous pouvez le faire. Hein. On va essayer ça. C'est juste, en fait, une technique de travail agile qui permet que, voilà, rien ne soit figé à l'avance et qui respecte, en fait, les intrants et qui les intègre au fur et à mesure. D'accord. Donc, j'ai lu quelque part également que Scrum Master, par ailleurs, veut dire manager agile. Oui. Est-ce que c'est le cas ou alors il y a une légère différence? Oui, c'est un manager agile, en fait. Oui. Et donc, il est également dit que ça permet de s'adapter aux circonstances sur le terrain. Ça veut dire que si le client veut un produit, il a défini ses critères et que de l'autre côté, il y a un autre qui veut le même produit mais beaucoup plus embelli. Vous avez la possibilité de réajuster le produit de telle sorte qu'il soit encore plus embelli. Oui, c'est à ça que ça sert les sprint review. Comme j'ai dit, si c'est 2 semaines, chaque 2 semaines, on voit le client. Et si le client a vu quelque chose en attendant, il va mettre ça sur la table. Et voilà, on va pouvoir intégrer cela. On ne va pas attendre que les 1 an qu'on a défini de projet soient réalisés avant de venir parler des nouveaux inputs qu'il a eu. Donc, c'est justement ça l'avantage du Scrum, c'est de pouvoir intégrer les nouvelles informations comme la concurrence, toutes les nouvelles informations qui arrivent et de pouvoir se réajuster. Ça veut dire que ça demande beaucoup de qualité. Quelles sont donc les compétences requises pour être un bon Scrum Master? C'est d'abord quelqu'un qui écoute parce que on est chef d'orchestre d'une équipe de personnes. Oui. Donc, il faut écouter les autres, il faut écouter les gens, il faut pouvoir coacher les gens, il faut pouvoir, parce que parfois, en fait, ce sont des procédures qu'il faut respecter. Il peut arriver que certaines personnes ne respectent pas les procédures. Il faut avoir la capacité de faire en sorte que les gens respectent les procédures sans pour autant leur imposer quelque chose parce qu'on n'est pas leur boss. Oui. On est leur collaborateur. Parce que le Scrum Master, en fait, c'est pas le patron, c'est un collègue. On est tous au même niveau hiérarchique. Parce qu'en fait, dans le Scrum, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une structure plate, en fait, tout le monde au même niveau. D'accord. Donc, il faut pouvoir faire que les gens fassent ce que ce que tu veux, sans que tu ne sois pour autant leur boss, sans qu'ils ne soient obligés de te suivre. Et comment tu fais pour y arriver jusqu'ici? Tu n'as jamais eu de problème avec les personnes? On a toujours des problèmes. Hein? Oui. Il y a pas de structure parfaite, mais il faut écouter les gens. Il faut comprendre les gens parce que je vais sur la base que les gens ont tous un bon fond. Et quand tu as l'impression que quelqu'un fait des choses qui n'ont pas de sens, si tu écoutes vraiment la personne, tu essaies de te mettre à la place de la personne, tu peux comprendre un peu le sens. Et c'est en comprenant la personne que tu peux mieux la coacher et que tu peux peut-être mieux l'influencer. C'est quoi ton tout petit secret à toi pour y arriver? Comme j'ai dit, hein, vraiment, c'est l'écoute, c'est la modestie, c'est ne pas penser que, faut pas se mettre à la posture du boss, sinon on ne va pas atteindre un grand objectif. Il faut être, je suis le collègue de tout le monde, je suis l'ami de tout le monde. En fait, je suis même la bonne de tout le monde, la bonne à tout faire. Voilà, donc quand je peux, je rends service, tu vois. Si je pense qu'un collaborateur a besoin de lire un livre, je vais lui offrir ce livre, sans pour autant lui dire que tu es obligé de lire, mais lui dire que même si je n'ai jamais lu le livre, je vais dire, bon, moi j'avais lu ce livre, ça m'a aidé à faire telle chose. Si tu le lis, je pense que tu vas gagner
tu vois. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un petit verre d'eau, je dis Daniel, tu m'apportes mon verre d'eau s'il te plaît, tu vas le faire. Je peux très bien te l'apporter, il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est pas un problème. Ah, dans ce cas, c'est cool, dans l'environnement. Maintenant, je peux très bien te l'apporter, maintenant je trouverai un moyen de te faire comprendre que bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Mais moi, je suis quelqu'un de très modeste. Je n'ai pas de problème de complexe d'infériorité ou de supériorité. Voilà. Bah, c'est très bien. Et maintenant, quelles sont les formations possibles pour être un Scrum Master? Il y a beaucoup de personnes qui sont Scrum Master sans le savoir. Oui. Voilà, même nos mamans là qui font beaucoup de choses à la fois là, ce sont des Scrum Masters sans le savoir. Et moi, comment j'ai fait la conversion de Scrum Master? Parce que je le faisais déjà sans le savoir. Après, quand j'ai pris connaissance du métier, je me suis juste alignée aux normes du métier. S'aligner aux normes du métier, c'est par exemple passer la certification de Scrum Master, qui est Professional Scrum Master sur le site scrum.org. Donc, et maintenant, quand je dis que beaucoup de gens sont Scrum Master sans le savoir, c'est voilà, quand vous arrivez déjà à faire ce que j'ai dit là, c'est-à-dire gérer les équipes, vous arrivez à obtenir de la valeur du résultat des gens. Oui. Vous arrivez à faire tout ça en quelque sorte. Parce que le Scrum Master, en fait, à la base, la principale qualité qu'il faut avoir pour être un Scrum Master, c'est qu'il faut être un influenceur. Oui. Quand vous savez influencer les gens de manière douce, vous pouvez être un Scrum Master. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, tu as déjà plus de 12 distinctions, j'y arrive, sur le plan national et international. Oui, ça se voit, tu es toute modeste, mais là, tu abordes énormément de casquettes et tu le fais si bien. J'aimerais savoir ce que tu faisais avant de créer Genius Mona. Raconte-nous ton parcours. Moi, mon parcours, il est assez simple. Hein. C'est une Camerounaise classique, comme beaucoup, qui essaie juste de sortir de la pauvreté. Oui. Rien de plus. Donc voilà, j'ai commencé déjà après un baccalauréat scientifique au lycée des Conou. Oui. Je vais faire des études d'ingénierie informatique à Abidjan. À mon retour, parce que bon, je rentre brusquement sans avoir fini les études parce que il y avait la guerre. J'ai dit, bon, ok, vaut mieux mourir chez moi que de mourir chez les gens. Oui, c'est comme ça c'est comme ça que je rentre au Cameroun. Sauf que je rentre sans préparation. Parce que je ne m'étais pas préparée au marché du travail, je n'avais pas fini mes études. Donc, ça a été vraiment très dur pour moi de trouver un boulot. Oui. Parce que, voilà. Et, j'essaye, j'ai déposé 500 CV. Sincèrement? J'ai imprimé, en fait j'ai acheté une rame de papier. Oui. J'ai acheté une imprimante parce que j'ai dit que bon, si je vais imprimer aussi bien, ça va me coûter cher. J'ai acheté une imprimante, une rame de papier et mon CV faisait une page. Oui. La rame de papier est finie. J'ai conclu que j'ai déposé 500 CV. D'accord, si tu le dis. Voilà. Donc après avoir déposé les 500 CV, j'ai quasiment pas reçu d'appel. Aucun appel? J'ai reçu 2 ou 3 appels, mais c'est vraiment des appels moqueurs, quoi. Il y a un appel où on m'a proposé d'aller ramasser les poissons dans un bateau de pêche en Italie. Oui. Voilà, parce qu'on m'a dit, oui, vous les femmes, quand... Je dis que bon, tu dis même que tu as fait quoi? Je dis, moi, je suis développeuse. On dit, développeur, c'est quoi? Je dis, j'ai créé des applications. Il dit, vous les femmes, quand vous dites que vous êtes informaticienne, c'est que vous savez taper Word, Excel. Moi, j'ai une meilleure opportunité pour toi. Si tu vas en Italie, là, ramasser les poissons dans un bateau de pêche, on va te payer ça un peu comme s'ils avaient 10 000 euros. Et et après peut-être 10 ans, tu vas avoir la nationalité italienne. J'ai dit, waouh! Parce que j'avais tellement galéré. Ça t'a pas démoralisé? Ça ne t'a pas fait... Du tout. Rien ne me démoralise en fait. Oui. Je ne sais pas encore ce qui va me démoraliser, mais il faut... Une vraie guerrière qui sommeille en toi. Ah non, rien ne me dit... Non, attends. Je sais de quel contexte je viens. Oui. Et voilà, sortir de là... Voilà, s'il faut que je sois démoralisée, il suffit juste que je pense que quand je vais retourner là-bas, non. Oui. D'accord, donc du coup tu déposes tes CV et puis des appels sont des appels auxquels tu t'attendais pas et oui. Finalement tu as décroché un travail dans un autre domaine. Non, l'appel intéressant que j'ai reçu, c'était celui du FNE, oui. Qui m'a proposé une formation sur les techniques de recherche de l'emploi. D'accord. C'est au FNE que j'apprends que la recherche d'un emploi, c'est un emploi à temps plein et que voilà, on apprend à chercher un travail, on ne se lève pas pour chercher un travail. Oui. Et là-bas déjà, on refait mon CV.
Et là que je comprends que mais c'est normal qu'on ne m'a pas appelé. Hein. Parce qu'en fait, dans mon CV, je me parlais à moi, je me parlais pas au recruteur. Oui. Voilà. Et donc, j'apprends pas mal de techniques là-bas. En parallèle, pendant que je vais au FNE, en parallèle, je postule comme stagiaire dans une entreprise où j'obtiens un stage non rémunéré. Et voilà, avec les deux, je me suis un peu améliorée sur le plan, voilà, sur ma présentation. Et même techniquement, je me suis quand même améliorée avec le stage que j'effectuais. Et j'ai postulé, après j'ai eu mon premier job à Yaoundé comme développeuse web. C'est comme ça que ma carrière commence. Waouh, je comprends. Et quelques années plus tard, tu crées ton entreprise. Oui, parce que il faut dire que pour financer mes études, Oui. j'avais ouvert un restaurant. D'accord. Et donc, j'allais au restaurant, j'allais 4 heures du matin, je me levais, j'allais au marché pour acheter des vivres frais parce que je vendais dans mon restaurant, je faisais des steaks avec de la salade. Oui. Donc, il fallait aller au marché chaque jour pour avoir la salade fraîche. Et j'allais tout apprêter au restaurant. Après, je quittais du restaurant pour aller à l'école. Et après l'école, je retournais au restaurant. C'était assez fatigant. Et après, j'ai enchaîné d'autres petits boulots. Tout ça pour pouvoir payer l'école. Pas de ces petits boulots-là, on veut bien savoir. Non, après j'ai travaillé en discothèque. Oui. Après, vraiment tout ce que je voyais, je faisais. Ce que je ne voyais pas, je ne faisais pas. Donc j'ai enchaîné des petits boulots comme ça. Donc du coup, j'ai vraiment galéré pour pouvoir payer mes études. Et après, le boulot de webmaster, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Mais ça se rapprochait quand même de ce que je voulais. Parce que moi, ce que je voulais, c'est créer des applications, c'est pas créer des sites web. Oui. Voilà. Et donc, après, pendant que j'étais développeuse web, on m'a proposé d'être développeuse hardware. C'est-à-dire, je développais des applications pour les lecteurs biométriques et les caméras. J'ai sauté sur l'opportunité, c'est comme ça que je retourne à Douala. Et une fois là-bas, je travaille très bien pendant, je crois, un peu plus d'1 an. Et le boss avait l'habitude de couper les salaires aux gens pour X ou Y raison. Bon, moi, je regardais ça comme je regarde les informations à la télé, ça ne me concernait pas. Oui. Et un jour, on m'a coupé le salaire. Et ce jour-là, comme ça, pour rien, j'ai démissionné. J'ai dit non, j'ai trop galéré pour payer mes études pour qu'on vienne me couper un salaire, non, qui est déjà petit. Et c'est comme ça que j'ai décidé de démissionner pour aller rester à la maison, pour ne rien faire. Tout le monde m'a dit, mais tu es malade et tout. Tu vas faire comment? Tu vas vivre comment? J'ai dit non. Si vraiment c'est ça le travail, mieux je ne travaille pas. Ça veut dire que je me suis trompée sur toute la ligne. Mieux j'utilise mon temps à faire autre chose plutôt que de travailler pour ça. C'est comme ça que j'arrête donc. Et je m'investis dans la vie communautaire. C'est-à-dire, je m'investis dans les communautés Google. Je rentre dans l'écosystème tech. Oui. Et là, je trouve ma voie avec les événements tech et tout. Et je commence à faire des prestations de services. Puisque j'avais déjà certaines compétences, je fais des prestations de services et au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, de fil à aiguille, je démarre et je deviens entrepreneur et tout. Oui. Beau parcours. Et maintenant, quand tu crées ton entreprise, est-ce que tu peux nous conter ta toute première expérience quand tu crées Genius Mona, voilà. Bon, c'est difficile de dire première expérience. Vraiment, c'est assez difficile. Parce que je vais d'abord créer une autre entreprise qui était solution informatique. Ah, c'est d'abord solution informatique. Ouais, parce que quand j'étais prestataire de services. Oui. Dans mes prestations de services, en fait, j'avais besoin d'une existence légale, donc j'ai créé Solutions Informatiques. Et donc, je faisais des services de développement web aux entreprises, fourniture de logiciels, stratégie. Je faisais du e-marketing aussi, parce que ça venait à peine d'arriver. Oui. Et nous, on est rentrés dedans. Et là, nous sommes en quelle année? Donc, je rentre au Cameroun en 2011. On doit être en 2013. Oui, on est en 2013. Oui. On est en 2013, 2012, 2013 à ce moment-là. Et après combien de temps tu finis par mettre sur pied Genius Mona? Oui. Genius Mona prend une réelle existence légale en 2017. Mais en 2000, quand je rentre des États-Unis, parce que Google m'invite aux États-Unis en 2014 à un sommet mondial des développeurs. Oui. Et c'est à mon retour de là, je crois que je rentre en juin. C'est là que je lance Genius en juin 2014. En juillet 2014. Oui.
juillet, août, bref, fin 2014. Le premier atelier avait lieu en décembre 2014. Et à la suite de cela, voilà, de fil à aiguille, le projet mûrit et tout, et puis on légalise en 2017. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la fourchette salariale en tant que Scrum Master? Mensuellement, tu te retrouves à peu près à combien, ou alors approximativement? Bon, un Scrum Master, il faut dire que... C'est quoi? C'est un secret à ne pas dévoiler? Non, c'est pas un secret, c'est que bon, on est en changement de climat, donc j'ai une petite grippe. Ah, d'accord, le climat de Yaoundé. C'est surprenant que cette grippe-là t'attrape en ce moment précis. Non, je la crains depuis. D'accord. Bon, en fait, le salaire de Scrum Master, en fait, c'est pas un métier qui est très... Qui est très répandu au Cameroun. Oui. Je pense qu'on les compterait vraiment sur 2 mains, quoi. Oui. Parce que généralement, c'est un métier qu'on utilise dans les grosses boîtes de développement. Et des grosses boîtes de développement au Cameroun, bon, il n'y en a pas beaucoup. Du bout du doigt? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, je ne connais pas les salaires des Scrum Masters au Cameroun. Mais c'est un métier qui est très bien payé à l'étranger, dans les pays où il y a vraiment des développeurs. Et moi, je suis consultante dans une structure au Canada. Voilà. Et les salaires là-bas sont, je crois au minima, c'est 70 000 dollars. Puis ça va jusqu'à 200 000. Des millions de francs CFA. Ouais, c'est beaucoup. Non, c'est très bien payé. Je crois que Scrum Master est mieux payé qu'un développeur. Est-ce qu'au Cameroun, quand même, il y a une entreprise pour laquelle tu consultes, tu es consultante? Non, je suis consultante pour Genius. Genius m'occupe. Voilà, Genius m'occupe déjà beaucoup. C'est vrai qu'au fur et à mesure, je suis en train de passer la main à une collaboratrice. Oui. Voilà, parce que ça fait quand même quasiment 10 ans que je suis dans ce circuit-là et j'ai envie aussi de prendre un peu de recul. J'ai envie de vivre d'autres expériences. Donc, au fur et à mesure, je passe le flambeau à une collaboratrice pour pouvoir voilà, me donner passer à autre chose. Hein. Voilà, exactement. D'accord. Et sur la base de quels critères est-ce que tu fixes le prix de tes prestations? Pour le prix de mes prestations... Attends, je vais... Il y a des critères que tu as notés? Bien sûr, bien sûr. Très bien, ça devient sérieux. Voilà, donc, pour fixer les prix de mes prestations, ça va d'abord dépendre du temps. D'accord. Du temps à mettre pour le temps que ça travail. va me prendre. Oui, le temps que ça va me prendre. Oui. Ça va dépendre de la disponibilité que j'ai à ce moment-là. Si je ne suis pas du tout disponible, c'est clair que le prix va être vraiment cher. Oui. Maintenant, si je suis disponible, bon, voilà. Donc, ça va dépendre du temps que ça va me prendre, de la disponibilité que j'ai à ce moment. Ça va dépendre de la compétitivité, le travail que tu me demandes de faire. J'estime que combien de personnes dans le marché peuvent le faire. S'il n'y a pas beaucoup de gens dans le marché qui peuvent le faire, moi, je profite. D'accord. Voilà. Et après, ça va dépendre aussi de la tête du client. Qui te demande... Oui, bien sûr. Qui te demande le service. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ça veut dire que si j'ai une vilaine tête, par exemple... Non, c'est pas si tu es bien make-upé ou mal make-upé, tu vois. Ça va dépendre. Est-ce que c'est une structure? Alors? Ah, d'accord. Est-ce que c'est un particulier? Oui. Et est-ce que tu vois... ça veut dire que ça dépend plutôt de la taille de l'entreprise et non de la tête du client? Je vais dire la tête du client parce que ça peut ne pas être une entreprise, ça peut être un particulier qui sollicite par exemple, toi, tu peux solliciter une plateforme pour journalistes, tu vois. Oui. Je peux comprendre que tu as besoin de faire quelque chose. Je comprends que tu n'as pas les moyens de le faire. Oui. Et peut-être je suis disponible, je décide de t'aider. D'accord. Tu vois. Après, peut-être je peux te demander un montant symbolique pour peut-être marquer aussi ton engagement. Oui. Ou même le faire gratuitement. Après, tu vois, si par exemple... je dis un truc comme ça, là, une ONG demande pareil, une ONG qui a beaucoup de moyens. Pourquoi facturer pareil que chez toi? Je comprends. C'est pour ça que je dis la tête du client. Tu vois, voilà. Après, ça va dépendre aussi du projet. Est-ce que le projet pour lequel on me demande de travailler, ce projet a quel impact? Quel est le lien entre ce projet et mes ambitions personnelles ou mes convictions, voilà. Oui. Par rapport à tout ça que je fixe un prix. D'accord. Maintenant, je pense que tout est clair. Quelles sont les difficultés que tu rencontres jusqu'ici?
Bon, on a, comme toute entreprise, je ne vais pas dire start-up, je vais dire entreprise, comme toute entreprise Oui, mondiale, particulièrement camerounaise, oui. on a tous des problèmes de RH. On a tous des problèmes de... Il y a quand même des problèmes environnementaux qui pèsent lourd dans notre contexte. Voilà. Et bon, c'est principalement ça. Après, pour le reste, on s'adapte. Très bien. Et toi, tu penses que, vu ton expérience, tu penses que ce domaine peut être promoteur au Cameroun? Scrum Master, Oui. je crois qu'on est encore loin de là. Et tu penses quand même qu'on peut y arriver? Bon, je crois qu'on est encore loin de là Oui. si il faut l'appliquer uniquement aux structures de développement Oui. de logiciels. Mais s'il faut le prendre dans le répandre à tous les autres domaines, oui, il s'applique très bien. Donc, par exemple, toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut appliquer à la méthodologie Scrum. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour que ce domaine soit le plus promoteur au Cameroun, prometteur? Ceux qui sont déjà Scrum Masters, s'ils proposent leurs services aux autres entreprises, s'ils font des conférences régulièrement, s'ils font de la promotion, il faut que peut-être le métier, la promotion du métier soit faite, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'accord. Est-ce que tu penses peut-être à l'avenir à créer une école, par exemple, pour enseigner ce domaine-là, le Scrum Master? Non, Je pense que ça n'existe pas moi au j'ai eu Cameroun. ma dose avec les écoles et tout. C'est génial et puis ça va. Vraiment, j'ai plus envie de créer des projets. Là. J'ai mon projet qui m'attend là, c'est le Oui. bébé. Ah, je comprends. C'est normal. Voilà, c'est ma nouvelle start-up là-bas. Et voilà, je gère ce qui a déjà été créé, mais pour le moment, je ne suis pas dans une mouvance de création de quoi que ce soit. D'accord. Maintenant, un petit conseil pour les startups qui voudraient d'une part avoir des Scrum Masters et d'autre part qui voudraient se digitaliser comme tu l'as fait avec ton entreprise. Bon, pour se digitaliser, on ne peut pas le faire si on n'est pas... soit on est vraiment spécialiste du numérique, Oui. ou on se fait accompagner par un spécialiste du numérique. C'est la base. Oui. Et quand je dis qu'on se fait accompagner, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de se digitaliser en recrutant elles-mêmes des compétences à gauche, à droite pour atteindre tel ou tel objectif, sans avoir à leur côté un spécialiste de la digitalisation qui les accompagne. Donc il faut avoir un spécialiste qui vous accompagne pour pouvoir le faire. D'accord. Alors, Digital Profile a une coutume. À ton tour de t'y prêter, Daniel. T'es prête? Je t'écoute. Très bien. Je vais te proposer une série de méthodes, d'outils et de logiciels qui sont utilisés dans le cadre de ton travail. Oui. Et à toi de nous donner pour chacun la fonction et l'utilité. Ok. Donc, c'est un petit cours que tu vas nous donner tout à l'heure. On va commencer par la méthode Scrum. Oui. De quoi s'agit-il? En quoi ça consiste? Et quelle est l'utilité? Bon, c'est une méthode de gestion de projet Oui. qui a l'utilité de pouvoir optimiser la valeur qui est créée par l'équipe et la structure tout entière. D'accord. Et Slack? Slack, c'est un outil de collaboration. J'ai pas beaucoup utilisé Slack, mais je sais que je l'ai utilisé à Disney. Voilà, pour échanger entre les équipes, c'est tout ce que je sais de Slack. D'accord, très bien. Et Jira? Jira, en fait, c'est un outil de la maison Confluence qui a plusieurs outils. Et spécialement pour Jira, en fait, c'est un outil qui aide à la gestion de projet. Par exemple, lorsqu'on utilise la méthodologie Scrum, les événements, les daily Scrum, tous les événements dont j'ai parlé sont notés dans Jira et permettent une meilleure communication entre les différentes équipes et une meilleure visibilité de l'ensemble de l'information. Et toi, tu utilises Oui, j'utilise Jira. D'accord. Trello? Bon, Trello, c'est un outil de gestion de tâches qui peut être utilisé même à titre personnel. Oui. C'est-à-dire, j'imagine que vous faites souvent une liste des tâches de ce que vous allez faire le lendemain. Oui. Voilà, vous pouvez le faire sur Trello. Et comme ça, quand vous finissez la tâche, vous cochez. Et au fur et à mesure, voilà, vous avez avancé dans l'évolution de vos tâches. Et il me semble que Trello appartient aussi à la même maison que Jira Atlassian. Ah, d'accord. Maintenant, Scrumbird.
Bah, le Scrum Board, en fait, c'est un tableau. Scrum Oui. Board, c'est le tableau. Oui. Voilà, donc c'est un tableau Scrum voilà, qui permet de noter les différentes étapes du projet, par exemple. Actuellement, ça ressemble un peu à... En fait, c'est les projets en cours, à venir. Donc voilà, c'est des colonnes de tâches, en fait. À réaliser. Bon, il y a en cours, il y a des projets en cours. Il y a des Oui. projets... Donc, en cours veut dire qu'on travaille dessus actuellement. Bien sûr. Il y a à réaliser, ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé. Donc, quand Oui. quelqu'un veut prendre une tâche, il prend d'un côté, il tire de l'autre côté. Et lorsqu'il exécute, quand il a fini, mais à tester ou bien à livrer. Ah, d'accord. Et maintenant, le Zoom. Hein. Zoom. Non, Zoom, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est vrai que la dernière fois que j'ai vu les gens l'utiliser, ils faisaient des vidéoconférences. Mais... Oui. Ah, c'est super. Au moins, c'était honnête. Et Scratch, hein? Tu utilises Scratch? Oui, je vais te demander, est-ce que tu sais ce que c'est que Scratch, toi? Ah bah dis-moi. Bah, en fait, c'est un logiciel de programmation visuelle pour les enfants. Oui. C'est le plus utilisé dans le monde pour apprendre la programmation aux enfants. Oui. Donc, c'est avec une interface assez conviviale où les enfants peuvent créer des jeux vidéo, des animations 2D, juste en faisant du tirer, de poser. Ils peuvent aussi apprendre à faire des dessins. Ça veut dire que c'est ce que tu utilises le plus hein, avec tes Oui, apprenants. oui, on l'utilise beaucoup. On va terminer par Raspberry. Ah, le Raspberry Pi. Ouais. En fait, c'est une petite carte Oui. qui permet de... en fait, c'est comme l'ordinateur. C'est un ordinateur, en fait, disponible sur une petite carte à laquelle on peut ajouter des accessoires. Et je ne sais pas s'il y a une autre définition du Raspberry. D'accord, je pense que de toute façon, nos auditeurs et nos spectateurs ont compris. Ils ont vu également. Votre podcast rentre en garde. Je te remercie, Daniel, d'avoir fait le déplacement depuis Douala. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Quant à vous, chers web auditeurs, web spectateurs, continuez de nous suivre, de suivre tous nos programmes en replay sur les différentes plateformes de streaming audio et vidéo sur economa.com/live. Stay connected and keep smiling.